Décryptage consiste à recevoir un sachant pour analyser le contenu du discours ou du message du président du PDCI-RDA afin de permettre aux militants, aux sympathisants et à tous de mieux cerner le contenu du discours, de s'en approprier et même d'y adhérer. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a traversé une période douloureuse par la perte brutale de son leader, le président Aimé Henri Konan Bédié, le 2 août 2023. Que son âme à jamais dans nos cœurs repose en paix. Après cette période difficile, le parti se remet progressivement en selle après la brillante élection en décembre 2023 de son tout nouveau président, Cheikh Tidiane Thiam. Aujourd'hui, le PDCI est en train de charmer le monde entier en général et la population ivoirienne en particulier, grâce aux différentes sorties de son nouveau leader. Pour cette émission de décryptage, nous recevons un homme, un sachant. Il est pharmacien de profession, il est membre du bureau politique du PDCI-RDA, il est vice-président du PDCI-RDA, il est grand conférencier, mais il est surtout secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de l'animation et de la vie du parti. Docteur Veil Bénard, c'est de lui qu'il s'agit. Bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour. Merci de votre présence sur PDCI TV. Monsieur le vice-président ou docteur, quelle appellation vous sied le mieux? Ce qui vous convient. Mais comme je pense que, comme nous sommes dans le cadre du parti, c'est le vice-président ou c'est le secrétaire exécutif en chef. Je suis avec les amis de la presse nationale qui vont nous permettre de décrypter l'actualité du PDCI-RDA. Nous avons M. Ndri Jérôme du Nouveau Réveil. Oui, nous sommes aussi avec une presse extérieure au PDCI-RDA. Lui, c'est Alassane Sanou du quotidien Soir Info. Bonjour Sanou. Bonjour. Comme je le disais au cours de cet échange, nous parlerons de l'actualité du PDCI-RDA, des obsèques du président Henri Konan Bédié, ensuite du meeting historique de Soubré, du séminaire de Dabo, nous en parlerons aussi, et nous allons terminer par l'organisation de la vie du parti. Sans toute forme de transition, monsieur le vice-président, comment avez-vous vécu personnellement les obsèques du président Henri Konan Bédié et qu'avez-vous retenu de l'homme, vous qui l'avez connu? Merci bien, madame. Vous savez, parler du président Henri Konan Bédié sur toutes ces obsèques, la manière dont le président nous a quittés, personnellement, j'ai mis du temps à réaliser qu'effectivement, il était parti. Et c'est véritablement quand on a commencé les obsèques ici, et surtout quand on a rendu l'hommage à la mairie du parti, qu'à la fin de la cérémonie, le cercueil du président Bédié a été porté et a fait le tour de cette place Henri Konan Bédié. C'est ce soir-là que je me suis rendu compte que quelque chose de grave venait de se réaliser. Ça, je n'ai pas pu retenir. Ça donnait cette image d'une page de l'histoire qui s'est faite. Une longue histoire, mais qui est passée ce jour-là comme étant vraiment un petit film. Donc, ça a été l'homme que moi j'ai connu particulièrement, sans me dire. C'était mon témoin et parrain de mariage. Il m'a adopté depuis 1985. Donc il y avait un lien, au-delà des liens politiques, il y avait un lien particulier avec lui. C'est pour cela que vraiment il m'a été marqué. Mais ce qui nous laisse, pour répondre au deuxième volet de votre question, ce qui nous laisse est plus important que les sentiments vraiment d'amertume que nous éprouvons à sa mort. Henri Konan Bédié nous laisse quoi? D'abord, je ne veux pas parler de sa carrière administrative ou politique. Ça a été dit par des personnes beaucoup plus autorisées que moi, mais je voudrais seulement retenir quelque chose de l'homme. Le PDCI a eu une bénédiction particulière du Dieu. Nous avons eu deux grands leaders jusque-là, que Dieu a bénis en santé, en prospérité, en sagesse et en intelligence. Oufou est mort, je dis presque à 100 ans, mais on le voyait comme un jeune. Bédié est mort presque à 90 ans,
Mais il était avec nous, il était sur pied. Il était même plus alerte que certains jeunes. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Il ne nous a pas donné des leaders qui nous ont angoissés par des maladies récurrentes et tout ça. Dieu nous a bénis parce qu'ils sont restés longtemps avec nous. Ils ont eu le temps de nous former. Dieu nous a donné parce que aussi, parler de ces deux, et pour nous appuyer, accentuer sur Henri Konan Bédié, c'était un homme béni particulièrement. En bénédiction spirituelle, mais en bénédiction matérielle. Vous avez vu lui-même un jour au cours d'une interview avec France 24, on lui a demandé, bon, est-ce que vous avez un peu d'argent? Il a dit que je ne suis pas riche, mais je me suis battu pour mettre moi et les miens à l'abri de tout besoin. Ça, c'est la modestie qui le faisait parler comme ça. Mais voilà un homme. Vous connaissez les anecdotes qui ont suivi, la fête des milliards, mais c'était d'abord un homme prospère. On dit l'eau est source de vie. Là où Bédié arrive, il y a la pluie. Vous voyez ces plantations, vous voyez la vie qu'il a menée, vous l'avez côtoyé. Vous voyez le rythme de vie qu'il avait là-bas à Daoukro. Il n'y a pas moins de 30 à 40, 50 personnes qui mangent tous les jours, 365 jours, 365 jours. C'est une grâce. Et je crois que ça aussi, c'est une bénédiction qui réjaillit sur le PDCI. C'est pour ça que nous avons 75 ans et nous sommes comme si un parti, nous sommes même plus jeunes que certains partis qui sont sortis de nos rangs. Et puis, il y a eu aussi ce qu'il nous a laissé. Il nous a laissé une leçon de vie sur sa personne. D'abord, un homme résilient. Ça, la résilience est une qualité essentielle qu'un homme politique doit avoir. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Bédié a connu beaucoup d'épreuves qui le prédestinaient finalement à disparaître de la scène politique. Je vais en citer quelques-uns. En 1977, après avoir été l'un des acteurs de miracle économique ivoirien, le président Houphouët le reçoit 3 jours avant le remaniement et lui dit, Monsieur Henri, c'est comme ça qu'il l'appelait, je vous félicite. Quand je vous mettais à la place d'un expatrié, M. Raphaël Salaire, qui était le premier ministre de l'économie et des finances, on a dit, oh, les Blancs sont partis, maintenant on donne aux nègres, l'économie va plonger. Mais vous êtes venus, c'est avec vous que nous avons connu vraiment le pic que même nos détracteurs ont appelé le miracle économique ivoirien. Je vous félicite. Et je pense que au prochain remaniement, vous allez augmenter en grade. Vous serez peut-être ministre d'État, chargé de l'économie et des finances. Ça, c'était 3 jours avant le remaniement. 3 jours après, Houphouët dit, Bédié, tu sors du gouvernement. Et avec une phrase assassine qui dit que je ne sais que faire des cadres compétents, mais malhonnêtes. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours avant? Mais ça, c'était ça, Houphouët. Vous êtes plus jeune, vous ne connaissez pas son nom. Son surnom, c'était Garincha. Vous avez au moins entendu parler de Garincha. Garincha, c'est le dribbleur brésilien. Il fait semblant d'aller à droite alors que c'est à gauche qu'il veut partir. C'est ça, Houphouët. Donc, tous ceux qui le connaissaient, si vous êtes là, que Houphouët vous lance des fleurs, il faut avoir peur. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme aujourd'hui. Mais c'était un plan. Parce que ce gouvernement de 65 ans, le président Bédié est rentré jusqu'à ce moment, il y avait 3, 4 qui menaient, qui étaient les leaders. Il y avait Henri Konan Bédié, Richard Achouan, Aboulaye Sabadougou, qui vit aujourd'hui, et puis Diawara, qui était ministre du plan. C'était les leaders. Et leur leader, c'était Henri Konan Bédié. Et c'était des jeunes qui étaient plus jeunes que d'autres qui étaient là, mais qui avaient déjà pris une option pour la succession à Houphouët. Et la pression était très forte sur le président Houphouët et il voulait sauvegarder. Il a fait ceci, Bédié, il s'est effondré. Il allait s'asseoir à Daoukro, il dit que lui, c'est fini, il va s'occuper de ses plantations, il a eu ses diplômes d'avocat, il va ouvrir un cabinet d'avocat. Et Houphouët l'appelle, Houphouët dit, je le fais pour te protéger. Parce que
la corde sur laquelle on était là, elle ne pouvait que casser. C'est comme ça qu'il a amené à la SFI, la Banque mondiale, avec Nak Manara, pour qu'il rentre dans le système international. Tout le monde, à la sortie de juillet 60, on appelle l'esprit de juillet 77, pensait que ça en était fini de la carrière politique et de Bédié. Bédié est parti après 2 ans, il est rentré en 80. Il s'est fait réélire. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. Il est devenu le successeur putatif et puis d'Oufoué. Et il a cédé au trône, disons, à la présidence du PDCI de la République à la mort d'Oufoué en 93. Il vient de renaître de ses cendres. 99, coup d'État. Bédié perd le pouvoir et part en exil. Dites-moi, combien de présidents dans le monde, ou bien en Afrique, qui subit un coup d'État et qui revient encore pour être un homme politique incontournable, comme Bédié l'a été. C'est lui 10 mois après. Quand il est arrivé à Paris, à la suite du coup d'État, il a dit ceux qui ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire, Guy Robert et ses suppôts, ils ne s'entendront pas. Et le peuple va me réclamer. Quand il a dit, les gens pensaient que bon, il a encore la nostalgie du pouvoir, mais il est revenu. Et il était incontournable. Vous avez vu, il est revenu encore de cette épreuve. Il nous laisse cette leçon de résilience. Que quand vous êtes un homme politique, que vous subissez des épreuves, il faut rester ferme, il faut rester, comme les jeunes le disent, focus sur l'objectif final. Première qualité. Deuxième qualité, c'est un homme de pardon. De toutes ces épreuves qu'il a connues, là, il a eu des grandes trahisons. Quand il est sorti du gouvernement, c'est ses premiers collaborateurs, ses directeurs de cabinet, c'est eux qui partaient dire à Oufoué, voilà ton type là, voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il... Il savait ça, parce que Oufoué, c'est ça. Après, quand Oufoué a eu le rapport, il a pris le lot, il dit Henri, tiens, il faut lire ce que tu pensais comme être tes confidents là, voilà ce qu'ils disent de toi. Il savait tout ça. Mais quand il est revenu, en 80, qu'il était maintenant sur la trajectoire de venir de succéder à Oufoué, il a pardonné à tout cela. Il les a repris. Comme on ne cite pas les contemporains, qui sont là aujourd'hui, qui se reconnaîtront à travers ce que je suis en train de dire. Quand il a eu le coup d'État, qu'il est parti, ça encore, vous avez suivi. Il y a eu des reniements graves ici. Ouais. Des gens qui, à la limite, le traitaient comme l'homme qui est à la base de tout ce qui est, tous les maux. On l'a traité de tous les péchés d'Israël. Mais quand il est revenu, le président du PDCI, parmi ses plus proches collaborateurs, je n'en dis pas plus. C'est ça le pardon. Vous avez vu le coup d'État, il y a eu beaucoup de commentaires. Il était en opposition avec le président Alassane Ouattara, mais vous avez suivi la suite. Le rôle qu'il a joué pour la cession du président Alassane à la présidente de la République, avec l'appel de 2010, et ensuite avec l'appel de Daoukro. C'est ça, l'homme de pardon. Il nous enseigne qu'il faut être résilient, mais il faut pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas vivre avec les humains. Troisième qualité, c'était un patriotique dans le sang. Il aimait profondément la Côte d'Ivoire. Et il aimait son parti, le PDCI. Je vais en citer quelques-uns. Quand en 1999, le coup d'État est arrivé, il y avait combien de militaires dans la rue? Ils étaient 120. Il a eu des appuis, je peux citer, comme ce n'est pas là aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient demandé à lui apporter main forte avec les soldats ici pour le maintenir au pouvoir. Il a dit, si je dois perdre le pouvoir, je préfère le perdre que le sang d'un seul Ivoirien puisse couler. Parce que si tu veux venir, il va y avoir confrontation entre les soldats, d'un côté les Ivoiriens, soldats, oui. les Ivoiriens, il va y avoir moi, je préfère partir. C'est comme ça qu'il est parti. Il a préféré les Ivoiriens, il a préféré la Côte d'Ivoire. Vous voyez? À la suite, vous avez vu, quand il y a eu le coup d'État, comment la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans la résistance avec tout ce que nous avons connu, et tout près en 2020. Quand il y a eu la désobéissance civile, quand le président a vu les jeunes qui mouraient, il a pris contre la volonté des militants du parti
il est allé rencontrer le président Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. Oui. Ce jour, il a dit qu'il fallait qu'on se rencontre pour briser le mur de glace. Parce que le sang a trop coulé et la Côte d'Ivoire doit se retrouver. C'est ça. C'est le pardon. Il y a beaucoup d'autres qualités. Mais c'est ça le vrai patriote. De tous les hommes politiques, vous étiez à Daoukro quand on lui rendait hommage. Il y a un leader politique qui est venu, qui a dit, moi je viens aujourd'hui, tout le monde peut être étonné pour le citer, c'est Bleu Goudé. Moi qui ai combattu Bédié, que moi je sois là aujourd'hui pour rendre hommage. Mais c'est un homme. C'est lui qui s'est réconcilié, qui a apporté un appui à tous les hommes politiques ici, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit le Bleu Goudé, que ce soit Soro Guillaume. Vous étiez peut-être étudiant au temps de Soro Guillaume. Ce qui a fragilisé le régime, même du PDCI, c'est ça, c'est la FESI. Oui, 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 oui. Vous vous rappelez le combat qu'il y a eu d'un côté, les Ahmed Bakayoko, Djadjan et Thierry Zébier, paix à son âme, oui, qui étaient les étudiants pro-PDCI et qui étaient opposés à la FESI, des Soro, et des l'année blanche et tout ça. L'année blanche et tout ça. Mais le président, aujourd'hui, au moment où il part, il est en paix avec toutes ces personnes. Ouais. Donc, pour chuter sur les hommages, ce n'a pas été étonnant que les hommages de Henri Konan Bédié soient même plus que comme si c'était un président qui était encore en exercice. Ouais. Donc, ça fait 24 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Voilà ce qui nous laisse comme leçon de vie, la résilience, le pardon, l'amour du pays. Et pour terminer, pour le PDCI, il nous a laissé un appareil structuré. Quoi qu'on dise, ce que les gens disent du PDCI, mais ils projettent ce qui est en eux, leur peur sur le PDCI. Nous, on n'a aucune peur. Je mets au défi quiconque, quelque parti, qui connaît cette mort subite de son leader, comme ce que nous avons connu, et que ce parti-là soit sur pied aujourd'hui. Parce qu'il a laissé les structures. Ce que Oufoué lui a dit, il a amplifié. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas les délégués départementaux communaux, c'est lui qui a institué tout ça. Oui, c'était le secrétaire de section. C'était le secrétaire de section. Secrétaire généraux. Les secrétaires généraux. Oui. Lui, c'est comme ça qu'il faisait. Ils étaient aux environs de 200, il les payait 200 000 francs. Et c'est des gens qui étaient attachés directement à sa personne. C'est le matin, il parle avec, vous avez le papa de Aïcha Kone, qui était à Boulaye, j'oublie son deuxième nom. Mais c'était des analphabètes, mais c'était des leaders d'opinion, et qui étaient en contact direct avec lui. C'est Bédié qui est venu, et qui a instauré tout ce que vous voyez, c'est découpage. Il amplifiait les textes, de telle sorte que, quand il est décédé, le même soir, on savait quelle était la solution pour le métier. Le fond était solide, Le fond était solide. Et ça, c'est son plus. En tant qu'un juriste, un homme de droit. Et pour terminer, le dernier à ce niveau, c'est que c'est un démocrate. C'est le seul président du parti qui peut accepter une confrontation avec un militant quelconque. On l'a vu au bureau politique. Hein? Au bureau politique. Il écoute, il est mis en difficulté. Vous avez vu, il a été candidat à la présidence du parti contre son secrétaire général, Didier Madi, contre le président Saji PDCI Kakabé. Donc, contre Fologo. Mais tout ça, c'était des enseignements qui faisaient aux militants que nous sommes. Qu'il faut, pour qu'on s'entende, il faut que la démocratie soit ancrée ici. Et je crois que ça, c'est ça la force du PDCI. Est-ce que, monsieur, avant, Jérôme, je veux. Avec pas du président Konan Bédié, une page s'est tournée. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un nouveau PDCI? Ou bien c'est la continuité? Je veux dire, est-ce que c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle? Voilà, les militants, un nouveau PDCI, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau PDCI? Non. Ou c'est la continuité? C'est une erreur grave de dire un nouveau PDCI. Ce qui est la force du PDCI, c'est, on a appelé ça la chaîne harmonieuse de la transmission des générations. Quand vous parlez de nouveau PDCI, ça veut dire qu'il y a une cassure. Il n'y a pas de cassure. Oufoué disait que notre force au niveau du parti, c'est de nous ressourcer sur le passé, de vivre le présent et d'améliorer pour le futur. Et je crois que c'est ça qu'il est question. Oufoué est venu,
Il avait en son temps la période qu'il faut, il a basé l'organisation du parti, son animation, selon les méthodes de son temps. Au fois Bédié est venu, il a amélioré cela. Le président Thiam qui est arrivé, avec les nouvelles technologies de communication et tout ce qu'il faut, il va apporter une amélioration, un redynamisme au parti. Ce n'est pas un nouveau, mais c'est la continuité. C'est sur la base de ce qui existait qu'il a pu le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à 77 ans. Mais quiconque défie quel parti. Donc on parle plutôt de continuité. De la continuité. Voilà, c'est la continuité. Et on améliore l'existant pour pouvoir nous projeter. Et la force du PDCI, c'est qu'il s'est toujours adapté aux exigences de son temps. Ce que les autres partis n'ont pas pu faire. Ce que tu faisais hier, si tu penses qu'aujourd'hui, avec les jeunes de la nouvelle génération, tu vas faire la même chose, tu vas être rejeté. Mais le PDCI, sa force, c'est qu'à chaque étape, il sait s'adapter. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Et on va aborder le second point qui est le meeting de Soubré. C'était le samedi 22 juin dernier à la place Charles Bozadon de Soubré. Comment expliquez-vous, monsieur le vice-président, cette forte mobilisation qu'il y a eu pour la première sortie du ministre Thiam? Bon, vous savez, le meeting avait deux enjeux. Le premier, il y en a qui disaient que bon, on va intégrer le PDCI avec Henri Konan Bédié. Bédié avait son charisme, avec l'histoire qui plaisait en sa faveur. Et chaque fois qu'il y a le meeting qu'on dit Bédié vient, il y avait la vitalité du parti. Mais il y avait le nom et le charisme du président Bédié qui appelait aussi à la rencontre. Donc le meeting de Soubré, premier enjeu, est-ce que le PDCI est encore vivant? Après la mort de Bédié, est-ce que le PDCI n'a pas été enterré avec Bédié? Il fallait donc montrer la vitalité du PDCI. C'était le premier enjeu. Ce qui a été fait. Que les gens qui ont la calculette disent qu'il y a eu tant de personnes ou bien quelles sont les méthodes qu'on a transportées des gens, mais écoutez, tous ceux qui sont venus là, ne pas aller mettre la chaîne aux mains, aux pieds de quelqu'un pour venir. C'est avec le cœur qu'ils sont venus, même s'il est venu de Korogo, c'est avec le cœur, c'est parce qu'il se sent PDCI. Il y a eu cette mobilisation. Quand vous regardez l'histoire récente du PDCI, après le rassemblement qu'il y a eu pour l'investiture du président à Yamoussoukro, il n'y a jamais eu un meeting aussi mobilisateur que celui que nous avons connu. Même à la fin, monsieur le président, les gens continuaient de venir. On a vu des camions qui venaient. Des camions qui venaient. Ouais. Parce que les routes n'étant pas bonnes, oui, les distances étant très longues, des gens qui se sont levés à 3h, 4h du matin, c'est en ce moment qu'ils arrivaient. Oui. Oh, il n'y avait même plus de place sur la place. Vous voyez même la tribune officielle qui était prévue pour 150 personnes, était à près de 300 et les gens étaient là. Donc il fallait démontrer la vitalité du PDCI. C'est ce qui a été fait. Premier enjeu. Deuxième enjeu, il y en a qui sont dans les élucubrations, disent bon, tu as pris le parti, mais les gens ne l'aiment pas, et est-ce qu'il peut mobiliser? C'est sur le nom d'étudiant Thiam, nouveau président du PDCI-RDA, que cette mobilisation a été faite. Et vous avez vu comment il a été, comme le président Oufoué le disait, comme un capitaine qui est dans l'eau, il est fort, en dehors de l'eau, comme vous avez vu, il a été immergé au sein du peuple. C'est ça. Le PDCI est vivant. Il a un leader qui est adopté, qui est aimé, qui est soutenu par ses militants. Là, les deux enjeux ont été faits. C'est ça. Tout ce qui a suivi là, comme je le disais au président, j'ai dit, président, personne ne vous a vu venir. Et je crois qu'il y a un journal qui a titré ça. Les gens pensaient qu'après Bédié, c'était terminé, que la santé fini parce qu'en regardant, non, mais ce qui s'est passé là, ça ferme la bouche. Et ça donne un aperçu de la lutte qui attend. Tout ce que vous voyez, les soubresauts que vous voyez là, c'est la peur de ce qui va se passer. Parce qu'en 2025, ce dont il sera question, c'est de poser une question simple aux Ivoiriens. Voulez-vous continuer avec ce régime qui vous a gouverné pendant 14 ans, peut-être en 2025 sera à 15 ans? Vous êtes satisfait de ça? Vous voulez continuer avec eux? Ou bien vous voulez ouvrir une nouvelle page? C'est la question, oui ou non.
Et je Monsieur le pense... Vice-président, pour rebondir, pendant ce meeting, le président Tidiane Thiam a dû critiquer un peu la gouvernance, le pouvoir actuel, ça a valu vraiment une réaction toute azimute au niveau du pouvoir. Comment vous percevez ces réactions-là, ces petits groupés après la sortie du Oui, du mais président? vous savez quoi? Qu'est-ce qui fait mal? C'est la vérité qui fait mal. Vous savez, le style du président Tidiane Thiam, il s'inscrit dans ce qu'un jour Oufoué a dit. Oufoué dit, il y a plusieurs manières de dire à quelqu'un que tu mens. Si je dis, monsieur Ndri, ce que vous dites là, vous mentez, je vous choque. Et ça devient la belligérance. Donc, il faut dire avec élégance et courtoisie, tu dis à monsieur Jérôme, vous dites des contre-vérités. C'est le style du président Tidiane Thiam. C'est un opposant qui s'oppose dans la courtoisie, dans le respect, dans le bon ton, dans vraiment l'esprit de dialogue et de paix, mais qui dit les vérités. Quand les gens disent, par exemple, quand il a parlé de l'indice de développement humain, j'entends des gens dire, on ne mange pas ça, on s'en fout de ça. Mais quel est leur discours? Tout ce qu'ils font, ce que nous faisons là, ça répond aux standards internationaux. Mais l'indice de développement humain fait partie des standards internationaux. Pourquoi aujourd'hui, quand le président parle de ça, on dit non, 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 mais c'est le PNUD. Le PNUD fait partie des institutions de la Banque mondiale. Et c'est les repères, c'est les référents. C'est eux qui ont fait, ce n'est pas le président Tidiane Thiam, ce n'est pas le PDCI. Ces données ont été fournies même par le ministère du Plan de la Côte d'Ivoire. Pourquoi en ce moment-là, ils n'ont pas dit qu'ils ont menti? Mais le classement est là. Comme le président l'a dit, vous avez votre élève, votre enfant. Il dit, première composition, j'ai été 133e. Deuxième composition, j'ai été 166e. Est-ce que vous allez le féliciter? Non du tout. Alors, donc c'est parce qu'il a frappé là où ça fait mal. Là où il y a la vérité. Et le président Tidiane Thiam, il a un atout. Les gens trouvent que, bon, ça fait 24 ans, il n'est pas venu, mais 24 ans là, ça fait que ça l'a mis, ça le présente aujourd'hui comme un homme vierge, qui n'a aucun ressentiment, ni envers personne, personne n'a aucun ressentiment vis-à-vis de lui. Tous les autres candidats, personne ne peut se réclamer de cela. En 90, au retour au multipartisme, il y avait un candidat, bon, pour le citer, le président Laurent Gbagbo, il dit, le FPI, nous venons, nous n'avons aucun cadavre dans nos placards, parce qu'on n'a pas encore géré. Mais aujourd'hui, lui, il n'a aucun cadavre. Je ne pense pas que ce soit le cas pour tous les autres concurrents. Il y a le petit groupé, c'est parce que ça fait mal. Parce qu'il dit la vérité. Parce que c'est ça aussi le fond de leur argument. Tout ce qu'ils disent, le premier pays, ça répond aux standards internationaux. Mais c'est les standards internationaux que le président évoque, parce que lui aussi, il a fait le même parcours que leur leader. C'est le problème aujourd'hui. Donc nous, ça ne nous étonne pas, ça nous conforte davantage que le président il est dans le droit chemin et qu'il est juste. Et le ton qu'il utilise, c'est ce qu'il nous faut. La belligérance, les Ivoiriens n'en veulent plus. Les querelles des personnes, les mots violents, qui aboutissent aux morts d'hommes, les Ivoiriens n'en veulent plus. C'est un nouveau style qu'on engage. Et ça, c'est tout ça qu'on va présenter aux Ivoiriens. Vous voulez la violence ou bien vous voulez la paix? Vous voyez, pour déborder un peu, on dit, notre bilan est inattaquable. Mais moi, ça nous reste dubitatif. Si le pays va si bien, que le bilan est inattaquable, comment on justifie que la Côte d'Ivoire soit le pays où le taux de suicide est le plus élevé? Comment on justifie que parmi les jeunes gens qui vont se jeter à la mer, qui meurent dans le désert, il est le taux le plus élevé d'Ivoiriens dedans? Comment on justifie que l'indice de développement humain, qui prend en compte l'éducation, la santé, et qui a son élément le plus probant, la réduction de la durée de vie, l'espérance de vie des Ivoiriens? Est-ce qu'on peut quitter le paradis pour chercher à aller ailleurs? Non. Donc voilà. Sur la question de l'IDH, de l'indice de développement humain, Oui. la réponse du gouvernement a été que ces statistiques-là évoquées par le président du PDCI Oui. ont été mal analysées, qu'il y a eu plutôt une évolution de manière globale au niveau mondial, et que ces chiffres-là, comme je disais, ont été plutôt mal appréciés. Non.
Pourquoi ils le disent maintenant? Les chiffres là ne viennent pas d'être donnés. Ça a été donné, c'est eux qui ont publié. Pourquoi ils n'ont pas eu cette réaction en son temps? Ça c'est un. Deuxièmement, je me suis amusé à entendre un ministre du gouvernement pour répondre justement à l'insulte. Il dit, nous on a tout fait. Le président Alassane a multiplié les salaires des Ivoiriens par 3. Et dans sa démonstration, il dit que la masse salariale en 2011 était d'un montant donné et la masse salariale aujourd'hui est 3 fois plus de ça. Ça veut dire que, et il en déduit, c'est pas moi qui interprète, il en déduit que le président Alassane Ouattara a multiplié le salaire des Ivoiriens par 3. Mais écoutez, c'est un argument trop simpliste et qui ne tient pas la route. Si vous avez 10 employés, que vous payez au SMIC à 75 000, ça vous fait 750 000. Et vous embauchez encore 10 autres employés que vous payez toujours à 75 000, ça vous fait 20 fois 75 000, ça vous fait 1 500 000. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez multiplié par 2 le salaire de vos employés? Non. Mais c'est de ça qu'il est question. Si vous avez une masse salariale en 2010 avec un nombre X de fonctionnaires, qu'aujourd'hui vous avez une masse salariale 3 fois plus, mais avec 3 fois, sinon peut-être même 5 fois plus de fonctionnaires, mais vous n'avez pas augmenté le salaire. Et c'est écœurant qu'un ministre de la République fasse une démonstration aussi simpliste et erronée. Mais la vérité, c'est ça. L'indice de Dieu, ce n'est pas le président qui l'a dit. C'est eux-mêmes qui l'ont publié. Mais pourquoi, à ce moment, quand ça a été fait? Et puis, monsieur, le PNUD, ils disent que, bon, le leader a été FMI et tout ça. Les publications qu'ils font, c'est sur des bases vérifiées. Ils ne font pas des choses. Pourquoi, en ce moment-là, ils n'ont pas dit qu'il y a une erreur? Il a fallu qu'on dise ça pour qu'ils disent que ça a évolué. Ça a évolué, ils n'ont qu'à donner le nouveau classement, qui remet en cause le classement qui met la Côte d'Ivoire 166e après certains pays que nous-mêmes, nous essayons de minimiser. Que répondez-vous à l'argument sur lequel le président du PDCI serait déconnecté de la réalité, parce qu'il a fait 24 ans à l'extérieur, et qu'il se prononce sur certains sujets qu'il ne maîtrise pas? Les gens font comme si on vient de naître ou bien en Côte d'Ivoire. On fait preuve d'amnésie. Le président Tidiane Thiam est né en Côte d'Ivoire. Il a fait l'école primaire, il a fait le lycée ici. Il a des promotionnaires qui sont ici. Même quand il est venu la première fois, vous vous rappelez, ces promotionnaires du lycée classique, y compris les ministres de l'enseignement supérieur, ils sont venus. Et lui-même, il a dit ce jour-là, bon, vraiment, quand on est arrivé, on se croyait vraiment les plus brillants, et on a vu Thiam, il était premier en tout, et on s'est rendu compte que derrière montagne, il y a montagne. C'est lui-même qui a dit ce jour-là. Ensuite, il est revenu, il a été DG de BNET, il a été ministre du Plan. On dit qu'il est parti à 24 ans qu'il est arrivé. Mais eux qui disent ça là, avant 1989, comme le porte-parole Bendoumi l'a dit, avant 1989, quand on l'a mis président du comité interministériel jusqu'à premier ministre, nous avons fait nos études ici. Personne n'a jamais entendu parler de lui en Côte d'Ivoire. Qui peut témoigner que lui, il a fait le lycée, il a fait l'école primaire, il a fait quoi avec lui ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça l'a empêché, d'après eux, de faire le bilan inattaquable par rapport à quelqu'un qui connaît, qui a grandi ici, qui est né ici, qui a eu la bourse au nord de la Côte d'Ivoire, qui est parti, donc qui connaît la psychologie, la mentalité, les régions de Côte d'Ivoire? Ce n'est pas à eux de faire cette leçon, chercher à tenter de faire une leçon maladroite. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas. Le problème, il est ailleurs. Ils ne s'attendaient pas à quelque chose et cette chose-là vient s'imposer à eux avec une force irrésistible. C'est ça qui est le vrai problème. Mais nous disons que d'accord, les Ivoiriens vont juger. Ils n'ont qu'à rendre les conditions d'élection justes, transparentes et équitables. Avec une CEI qui soit non partisane. Avec une liste électorale expurgée de toutes les tricheries, des fautes qu'il y a dessus. Et nous allons partir. Les Ivoiriens vont dire, bon, lui, ça fait 24 ans, il n'est pas venu ici, donc on ne veut pas de lui, mais on va poser la question aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont dire, ah, celle-là aussi,
Bon, ils ont eu un président qu'on a connu seulement en 89. Il est venu, ça fait 15 ans qu'il a dirigé. Bon, on est d'accord avec sa gouvernance, ou bien on n'est pas d'accord avec la gouvernance. Mais ce n'est pas à eux de répondre à peuple. Je les entends dire, oui, le président Tidjane Thiam est venu, il a pris le parti. Mais de quoi je me mêle? C'est les militants du PDCI-RDA qui sont allés au Congrès en 2023, le 22 décembre, qui ont élu leur président à 96,98%. Mais de quoi? Nous au moins, il y a élection chez nous. Nous au moins, il y a élection chez nous. Est-ce qu'ils peuvent en dire autant? Tous ceux qui parlent, n'importe quel parti politique ici, qui peut dire que lui, ils font élection? Je pense que c'est même pas des arguments qui tiennent. Ça veut dire que c'est vraiment des gémissements. C'est la panique qui fait réagir de cette façon. Et cette panique-là, je pense que c'est après le meeting de Soubré. Bien sûr. Parce que je pense que la sortie massive, la mobilisation est due au désir des Ivoiriens de voir un changement. Exactement, madame. C'est pour ça que j'ai dit que la question électorale en 2025, là, elle est simple. Voulez-vous un changement? Ou bien vous voulez rester dans ce paradis fictif? Ce sera la question. C'est pour ça qu'on dit, c'est la réponse. Et aujourd'hui, quand vous entendez, quand vous écoutez, j'ai vu un de leurs journaux hier qui dit PDCI, un grand malade qui s'ignore. J'ai ri, j'ai dit, quel est le grand malade qui s'ignore? Est-ce le PDCI ou bien d'autres partis politiques qui surfent sur la communication? Qui est dans un cocon, qui ne sait pas qu'aujourd'hui, quand tu dis, oui, le président, il a augmenté le SMIC. Le SMIC, on a augmenté, on a 75 000. Monsieur Ndré, dans quel quartier où tu peux vivre décemment dans un studio qui va te revenir à moins de 70 à 75%? 75 000. Il n'y en a pas. Ton SMIC a été augmenté, tu es payé à 75 000, tu vas payer un studio à 75 000. Et puis ta facture d'eau, qui était peut-être de 2 000 ou 3 000 ou 5 000, est passée aujourd'hui à 15 000. L'électricité que tu payais peut-être à 8 000 est passée à 20 000. Mais tu es déjà à crédit dans l'hébergement, l'électricité, l'eau, sans parler de la nourriture et de la scolarité des enfants. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit, c'est vrai, s'ils veulent, ok, ils n'ont qu'à rester dans leur cocon, mais ils n'ont qu'à rendre les conditions justes, transparentes, et puis on va poser la question aux Ivoiriens. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple va dire à qui il veut confier. Vous avez suivi en France? Donc, ce qui s'est passé, c'est le peuple qui dit. Donc le peuple, nous on est serein. On sait que le changement, ils ont prôné un changement générationnel et tout ça. Mais nous, nous sommes déjà dans le changement générationnel. On va demander aux Ivoiriens, est-ce que vous voulez continuer avec l'ancienne garde ou bien vous voulez vous mettre à l'air du temps? Vous voulez vous embarquer dans le changement, dans la modernité, ou vous voulez embarquer avec quelqu'un qui pendant 24 ans, il n'a pas participé à tous les conflits qu'il y a eu ici. Donc il vient avec un œil nouveau, vierge, non partisan, qui va mettre un système de développement au profit de tous les Ivoiriens, sans demander à enlever le tabouret à Pierre ou à Paul, parce que lui, il voit tout le monde comme un Ivoirien, comme ses frères, comme ses sœurs. C'est ça l'avantage que nous avons, et c'est ce que nous allons vendre aux Ivoiriens. À quoi ça aurait été d'être ici, savoir que bon, il y a eu tel mouvement, il y a tel, j'ai perdu, dans tel conflit, j'ai perdu un frère, et tu l'attribues à tort ou à raison, à Pierre ou à Paul. Mais il n'est mêlé de rien, ni de près ni de loin à tout ça. Et c'est ça que nous proposons aux Ivoiriens. Repartir comme Oufoué l'a fait, comme Bédié l'a continué, faire un développement au profit de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Voilà le projet que nous avons. Voilà ce que nous allons proposer aux Ivoiriens. Avec le président Tidjane Thiam. Monsieur le vice-président, si vous permettez, vous le dites lors des élections de 2025, la question sera de savoir est-ce que les Ivoiriens veulent
poursuivre avec justement le pouvoir actuel, Oui. ou opter pour le changement. Oui. Le changement, il n'est pas qu'au niveau du PDCI-RDA. Oui. Il y a d'autres partis, notamment le PPACI, Oui. qui vont justement faire leurs propositions dans ce sens-là. Bien sûr. Pour l'heure, vous n'avez pas, en tout cas au niveau du PDCI, d'alliance formelle dans le cadre de cette élection avec le PPACI. Ne craignez-vous pas justement que cela puisse être un frein à votre projet? Je voulais vous dire que notre option, d'abord le PDCI, compte sur lui-même. Uniquement d'abord sur lui-même. L'appui des autres partis dans le cadre d'une alliance électorale ou quoi, ne viendra qu'en appoint. Vous vous rappelez que le président Bédié, lors de son dernier discours à Daoukro, il a dit le PDCI peut faire une alliance. Mais si alliance il doit y avoir, ça serait pour le bien et au profit du PDCI RDA. Nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Le PPACI, vous parlez de changement, ils ont leur méthode de changement. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont déjà choisi un candidat au présidentiel de 2025. Nous ne constatons pas de changement à ce niveau. C'est-à-dire continuer. Au RIDP, ils n'ont pas encore choisi de candidat, mais ils ont déjà choisi un candidat naturel. Et ils ont toute cette mise en scène d'appel à ce qu'il accepte. Il n'a encore rien dit. Mais déjà, nous voyons ce profil. Donc, le changement, c'est à notre niveau. Si Bédi était là aujourd'hui, qu'on était encore en train de parler de sa candidature, on a dit qu'il n'y a pas de changement. Mais le changement, déjà, en termes de personnalité, il est déjà fait. Et ça, il va s'en suivre que le programme de gouvernement, avec l'image de nouveau président, va connaître également des changements qui vont apporter le changement. Donc nous, écoutez, quand vous faites une lecture, ne serait-ce que simple de ce que vous voyez, bon, je pense que les FPI aussi, ils vont venir, mais avec leur président, il n'y a aucun changement à ce niveau. C'est nous seuls qui offrons aux Ivoiriens vraiment la possibilité d'un changement. Vous avez un candidat d'intérêt qui est le président du parti, le président Tidjane Thiam. Ouais. À côté de cela, il y a des voix aussi, les sans numéros, il y a des voix qui s'élèvent. On a le ministre Bion, Jean-Luc Bion aujourd'hui, qui fait beaucoup de com à ce niveau-là pour la convention. Est-ce que ça ne va pas gêner un peu votre système de candidature naturelle? Non, nous d'abord, on n'est pas dans une histoire de candidature naturelle. Deuxièmement, il n'y a rien de nouveau au PDCI. Donc, vraiment, on est surpris de rien. Pas rien. Je vous ai dit tout à l'heure que la culture que le président Bédi a enseignée au PDCI, c'est la démocratie. Vous vous rappelez qu'en 2010, le président Bédié devait être candidat. Il y avait en son temps, paix à son âme, le premier ministre Charles Konan Banni qui voulait être candidat. On a ouvert, moi j'étais au secrétariat avec Alphonse Djidje Madi. On a ouvert le processus de la convention, on a ouvert les candidatures. Au bout de la période de candidature, il n'y avait que le président Bédié seul qui avait déposé sa candidature. On est allé jusqu'au bout du processus en allant faire une convention élective, éclatée, même étant candidat unique. En 2020, nous avons ouvert, Kakabe est venu déposer sa candidature, mais sa candidature ne remplissant pas les conditions, il n'a pas été retenu. Mais on est allé jusqu'au bout, on a organisé les élections. Donc le processus sera encore respecté. Le processus sera respecté. Donc nous, si c'est d'autres partis, ça peut leur faire peur. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Nous attendons à ce que la convention respecte. S'il y a 10 candidats, notre candidat, c'est le président Tidjane Thiam. Le congrès extraordinaire a fait une orientation en disant que le candidat du parti à la convention, c'est le président du parti. Donc nous allons lui lancer cet appel pour nous engager dans ça. Mais on n'exclut aucun processus. Si celui que vous avez nommé, il dit qu'il est candidat, on va ouvrir le processus, il va venir. Et puis on va faire une élection. Donc il n'y a même pas, on n'est pas effrayé par ça, parce que c'est ce que nous faisons toujours. On n'a jamais pris la main de quelqu'un comme ça pour dire voilà notre candidat. Non. Nous passons d'abord par ce que nos textes disent. Par la convention, d'abord convention élective, et puis après la convention d'investiture. Donc, monsieur le vice-président, l'option qu'il y ait un autre candidat du PDCI que Tidjane Thiam à la présidentielle de 2025 reste envisageable? Non, à la convention. Non, pas à la présidentielle. Parce que le parti
ne peut investir qu'un seul candidat qui va être désigné par la convention. Maintenant, qui on l'a fait, c'est le seul candidat. Si maintenant il y a d'autres qui veulent aller en candidat comme ce que M. Kakabe a fait, là le parti avisera, mais ce ne sera pas au titre de... Mais nous ouvrons une convention en interne pour désigner notre candidat. Et à ce niveau-là, tous ceux qui veulent être candidats, ils vont venir être candidats. Mais nous, notre candidat, c'est le président Tidjane Thiam. Ils vont l'affronter comme il y a eu au congrès extraordinaire. Donc, comme il y a eu beaucoup de candidats, et finalement, il y a eu 2 candidats, c'est ce qui va se passer. Non, mais la question que je pose, est-ce que vous ne craignez pas justement qu'à cette convention-là, qui sera ouverte, vous l'avez dit, oui. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'un autre candidat que le président du parti puisse l'emporter, je veux dire, être adoubé par les militants? Non. Écoutez, moi je suis secrétaire exécutif, chargé de l'animation de la vie du parti. L'animation que moi je compte, que je fais, qui peut commencer et que le secrétariat fait, c'est de faire en sorte que le président Tidjane Thiam gagne à la convention comme il a gagné au congrès extraordinaire. Donc nous envisageons une compétition, mais nous travaillons pour la victoire de notre candidat, qui est le président Tidjane Thiam. Surtout que c'est le même personnel électif, non? Oui, le même personnel électif et bon, vraiment, nous n'excluons pas les candidatures à la convention, mais nous travaillons pour que le candidat élu, désigné par le parti, soit le président Tidjane Thiam. Je pense que nous allons y arriver. On passe au séminaire de Dabo. Le vendredi 28 juin dernier, le président du PDCI était à Dabo pour le lancement de la machine électorale du PDCI RDA.